Bonjour à toutes et à tous. François Badenès est mon invité ce matin. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouveau numéro. Vous avez créé, François Badenès, en 2015, la Fabrique du changement qui accompagne les entreprises sur l'intelligence collective, l'innovation et la collaboration. Après avoir fondé et dirigé Human Connect pendant 8 ans, de 2008 à 2014 me semble-t-il, vous souhaitiez aller plus loin que travailler uniquement sur les réseaux sociaux internes aux entreprises, où vous avez fini par comprendre que le changement, il passait pas uniquement par le numérique. Bonjour. Oui, en fait, le constat il est simple et de bon sens, c'est que même si on a des très bons outils collaboratifs, mais que la culture de l'entreprise n'est pas propice au collaboratif, ben, ça marche pas. Et à l'inverse, si on a déjà travaillé sur la transition managériale et favorisé les nouveaux usages collaboratifs en interne et une culture collaborative, mais qu'on n'a pas les bons outils, ça marche pas non plus. Donc les deux piliers de la réussite pour beaucoup d'entreprises, c'est de travailler à la fois sur la transition managériale et la transition digitale. Alors, moins que les bons outils pour ne pas remettre en cause la qualité de vos services, vous avez peut-être fait aussi le constat que les organisations avaient du mal ou ont échoué à faire adhérer leurs collaborateurs à ces outils innovants. Peut-être un manque de pédagogie. Du manque de pédagogie certainement, des mauvais choix d'outils aussi, avec des outils qui sont trop souvent choisis par des informaticiens qui n'ont pas forcément une vision usage ou design de l'information. Donc ça c'est important quand même, l'ergonomie et l'ergonomie des outils. Et puis la pédagogie, puis accessoirement notre système tout simplement peut-être éducatif, qui favorise pas forcément le partage, puisque quand on est petit on apprend déjà à pas copier sur le voisin, on fait encore des exposés souvent individuels au lieu de faire des exposés collectifs. Bref, il y a aussi un contexte culturel latin qui favorise pas forcément le partage et la coopération. Peut-être pour revenir sur le numérique, culture du digital, vous pensez qu'on a encore du retard en France dans les entreprises au niveau de cette transformation numérique? Du retard, je sais pas, mais en tout cas, on a plein de talents, d'énergie, on a plein de startups, on a plein de solutions assez chouettes. On n'a peut-être pas suffisamment de gens qui accompagnent ça, peut-être pas suffisamment de prise de conscience de certaines fonctions support dans les entreprises comme les DRH par exemple, qu'il faut s'approprier les usages du numérique et que la question elle n'est pas techno, mais elle est vraiment dans les usages et que la DIRCOM, le DRH, le dirigeant doivent s'approprier la question des usages et ne pas laisser le champ de ça seulement aux DSI, qui sont bien sûr partie prenante, mais qu'en tout cas plusieurs fonctions support de l'entreprise doivent y contribuer. Bon, DSI, c'est les systèmes d'information, responsable de système. Voilà, Hein. direction des systèmes d'information. Le changement, justement, vous en parliez maintenant, il vient forcément des managers. Est-ce que c'est uniquement une logique top-down? Alors, il vient pas forcément que des managers. On a des situations assez variées. Des fois, enfin, c'est important que les dirigeants et le top management soient assez exemplaires et sponsors d'une démarche de changement, sinon ça marche pas. Quelquefois, ça vient du middle management, finalement des couches intermédiaires de la hiérarchie qui sont très demandeuses de plus d'autonomie et de plus d'espace de créativité. D'autres fois, c'est impulsé par le haut, mais voilà, si le middle management n'est pas convaincu et entre en résistance, bah, ça marche pas. Donc voilà, c'est les deux axes sur lesquels il faut travailler. Par contre, on a besoin de sponsors internes, ça c'est clair. Est-ce que les organisations, François Badenès, laissent suffisamment d'espace ou mettent en condition, ou laissent les conditions suffisantes et nécessaires pour créer le changement aujourd'hui? C'est le cœur de l'enjeu. En fait, on ne fait pas suffisamment confiance aux salariés. Je crois qu'il est urgent, notamment dans notre pays, de libérer la créativité, libérer l'autonomie des salariés. Il y a 91% des salariés français qui sont désengagés aujourd'hui. Par ailleurs, on passe, je ne sais pas si vous le saviez, mais à peu près 16 ans de notre vie en réunion, dont 6 heures par semaine sont objectivement perdues. Et en fait, il faut remettre de la confiance dans le système. Il y a d'ailleurs un très bon bouquin que je vous conseille qui s'appelle « Et la confiance bordel », qui décrit très très bien ça. Une entreprise où on fait confiance à ses salariés est plus productive, est plus créative, invente des nouveaux produits, innove beaucoup plus que celles qui sont complètement managées par la défiance, par le contrôle, par le process, etc. On parle de libération justement des énergies, d'entreprises libérées, ce sont des mots qui sont forts, François Badenès. Les organisations sont-elles aliénantes pour les collaborateurs? Alors sans parler de philosophie ou de Karl Marx, qui a déjà analysé tout ça plutôt pas mal, oui, il y a une forme d'aliénation de toute façon dans le rapport de subordination au travail qui est indéniable. Pour autant, moi ce que je constate, c'est qu'il y a des entreprises où il fait mieux vivre que d'autres, qui ont plus particulièrement travaillé sur la qualité de vie au travail et sur l'engagement des salariés. C'est comme de par hasard aussi ces entreprises-là qui attirent aujourd'hui les talents et qui arrivent à les fidéliser.
hein. Donc il y a un enjeu aussi très fort de garder ses talents. Et justement, pour aller au-delà de l'innovation, je pense qu'on a affaire à une génération là, qui arrive, et la génération Y, depuis le temps qu'on en parle, elle a 40 balais, hein. Donc ça fait un petit moment qu'elle est en responsabilité. Elle a besoin d'autonomie, elle a besoin de créativité, elle a envie d'innover. Donc elle a plus envie d'un mode de management avec le chef à trois plumes qui est dans l'hyper-contrôle et dans la toute-puissance. C'est pas ça, en fait, aujourd'hui, qui fonde la performance des entreprises. Et les 20 entreprises qui se développent le plus rapidement au monde, par exemple, n'ont pas plus de 4 niveaux hiérarchiques et misent beaucoup sur l'innovation, l'agilité, la créativité et l'autonomie des collaborateurs. Pour parler du contexte, François Banès, vous faites partie de ceux qui sont convaincus que nous ne sommes pas dans une crise, mais dans une période de renaissance, un changement de cycle profond. C'est une vision opportuniste, hein, avec toute la noblesse que ça C'est une suppose. vision qui est portée notamment par Yannick Roudeau, que j'aime beaucoup et que je partage assez largement. Je pense que ça fait 30 ans, moi, que j'entends parler de crise depuis le début que je travaille. Et je pense qu'on est dans une espèce d'idéologie de la croissance qui est portée par beaucoup de médias, BFM en tête par exemple, qui nous laisse à croire que de toute façon, il va y avoir un rebond mécanique extraordinaire qui va tous nous sortir d'affaires. Sur les 200 dernières années, objectivement, puisque ça a été mesuré, l'ensemble des pays de l'OCDE n'ont pas fait plus de 1% de croissance. Il y a eu des périodes exceptionnelles, notamment l'après-guerre avec les 30 Glorieuses, et on vit encore sur cette mythologie de la croissance va générer la richesse, etc. C'est plus comme ça que ça marche, et c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle parce que, oui, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas d'homme providentiel et de rebond mécanique, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses à réinventer, et peut-être un système qui est à bout de souffle, qui doit se régénérer. Mais François Banès, est-ce que le patron de TPE et de PME, quand son carnet de commandes est vide et qu'il doit licencier des collaborateurs qu'il connaît très, très souvent, on peut lui expliquer facilement que nous sommes dans une période de mutation, plutôt que dans une période de crise? De toute façon, c'est un fait historique, sociologique, économique. C'est effectivement jamais marrant pour un patron. Je ne connais pas un seul patron, quelle que soit la taille de l'entreprise, qui licencie de gaieté de cœur. Par contre, justement, l'idée, c'est aussi de travailler suffisamment en amont sur des nouvelles niches d'innovation pour éviter qu'il en arrive là. Pour qu'il invente peut-être et que ses salariés co-inventent avec lui et co-construisent des nouveaux produits, des nouveaux services et innovent. Et qu'on arrête surtout aussi d'avoir une vision très technologique ou très technique de l'innovation. L'innovation, elle est partout. Elle est dans le marketing, elle est dans le management, elle est dans le social, elle est à tous les niveaux. Alors c'est peut-être d'abord un investissement et sans doute un retour sur investissement à terme. Elle est surtout d'abord considérée comme une dépense par les contrôleurs de gestion, une zone d'incertitude et peut-être un risque pour les décideurs aujourd'hui. Le cœur du problème, c'est justement les contrôleurs de gestion. Il y a des études très, très intéressantes là-dessus qui montrent que plus vous avez d'ingénieurs process, méthodes et plus de contrôleurs de gestion, plus vous stérilisez la créativité de vos collaborateurs, moins vous innovez. Et accessoirement, la même étude montre aussi que plus on dépense en R&D, moins on innove réellement. Bref, tout ça c'est un peu caricatural, mais l'enjeu aujourd'hui, il n'est plus justement d'être seulement dans le contrôle et dans une vision gestion de l'entreprise. On n'a plus besoin de gestionnaires, on a besoin de visionnaires. On est dans un monde nouveau qui est à construire. Et je crois que les salariés doivent développer et les dirigeants doivent prendre conscience de ça pour favoriser aussi peut-être le recrutement de profils un peu nouveaux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Google, un des fondements de sa réussite, c'est aussi d'avoir recruté des philosophes, des sociologues, des designers. Et on est trop enfermé dans des carcans mentaux avec toujours un peu le même type de profil. Et moi, quand je parle de retour sur investissement, j'adore avoir ce genre de dialogue avec notamment des financiers. Je parle aussi je parle de retour sur innovation, de retour sur intelligence collective, etc. L'investissement, considérer les hommes comme un investissement et pas seulement comme un centre de coût, ça me semble absolument fondamental. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui quand même malgré tout un diktat du changement, une époque où l'on chasse les conservateurs, où être sceptique à certaines formes de changement, c'est être réac? Oui, certainement. Il y a aussi, bien sûr, comme dans le monde du consulting est habitué à des phénomènes de mode, etc. Mais là, honnêtement, je pense que c'est plus profond, puisque objectivement, quand on regarde les entreprises qui performent le mieux au monde, encore une fois, on remarque quand même un certain nombre de constantes. Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre d'entreprises qui n'existaient même pas il y a 15 ans ont aujourd'hui 80 000 salariés et arrivent à rester agiles et à inventer encore des nouveaux produits? Comment en est-on arrivé là? En tout cas, pour parler de retour sur investissement à nouveau, je pense que le vrai risque aujourd'hui, c'est l'inertie. Donc il y a des formes de conservatisme, oui, notamment dans le management version latine, et ça c'est le vrai risque. Est-ce que le changement, François Banès, suppose forcément des ruptures, des tables rases?
Alors moi, je suis plutôt un réformiste qu'un révolutionnaire. Je ne crois pas au grand soir de la conduite du changement. Je pense que les choses se font par étapes, par des stratégies de petits pas, mais que par contre, les entreprises, notamment par exemple celles qui pilotent des démarches de RSE ou de développement durable, doivent vraiment passer de l'intention à l'action. Et quand on parle de RSE, ben, c'est aussi imaginer des nouvelles formes de management et innover avec un management peut-être plus participatif. Donc passer à l'action, mais stratégie des petits pas, expérimentation, ça aussi, ça renvoie quand même à un problème culturel qu'on a chez nous, c'est que depuis l'école, on est plutôt à pénaliser l'erreur, on n'est pas dans le droit à l'erreur, on n'est pas dans le droit à l'expérimentation, et je pense que ça c'est fondamental que les entreprises retrouvent ce droit à l'expérimentation. La Fabrique du Changement 2016, c'est un événement évidemment que vous avez créé, co-créé. C'est la 3e édition d'un événement coproduit par la société La Fabrique du Changement que vous dirigez, qui accompagne les entreprises sur l'intelligence collective, et le collectif Les Artisans du Changement, qui regroupe des talents, des entrepreneurs du territoire pour accompagner la transformation managériale et digitale des entreprises. C'est complet pour cette 3e édition, et vous déployez sur d'autres villes sur le territoire national. Oui, la grande nouveauté cette année, c'est qu'il y a 3 éditions. La 3e édition pour Nantes qui se déroule sur 2 jours, une édition en Gironde à Bordeaux, à Bassins plus précisément, et une à Grenoble. Et puis on a en vue l'année prochaine des éditions à Bruxelles et à Montréal, donc ça se développe, tout simplement parce qu'un peu partout, il y a des collectifs qu'on appelle nous des changemakers, des gens qui, un peu à l'image des artisans du changement, se regroupent, essayent de mutualiser leur savoir-faire pour proposer des solutions nouvelles aux entreprises et ont envie d'avoir un événement un peu atypique comme la Fabrique, dont l'une des promesses est pas de blabla, pas de PowerPoint. Bon, l'événement nantais, vos partenaires, notamment la SNCF et le groupe La Poste, notamment des organisations qui ont besoin de changement? Oui, il ne faut pas oublier GRT Gaz, qui est un de nos grands partenaires. Et c'est intéressant d'ailleurs d'avoir ces 3 grandes entreprises qui sont en pleine mutation elles-mêmes, se posent des questions et sont le signe fort quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça fait longtemps qu'elles innovent et qu'elles expérimentent des choses, mais là c'est en ce moment en train de s'accélérer et elles s'intéressent à la Fabrique et y envoient pas mal de collaborateurs pour qu'ils vivent une expédition pédagogique et repèrent quelques bonnes pratiques qu'ils pourraient mettre en place. François Badenès, malgré votre activité débordante, vous paraissez plutôt en forme, le changement ça conserve? Le changement, en tout cas, ça passionne. Et je pense qu'au sein des artisans du changement, un de nos points communs, un de nos traits communs, c'est la chance extrême qu'on a de vivre un métier passion, de croire en ce qu'on fait et puis tout simplement d'essayer d'y donner du sens au-delà des méthodes et des outils. Donc, oui, j'espère que ça conserve. En tout cas, ça nous anime. François Badenès, dirigeant de la Fabrique du Changement. La Fabrique du Changement, l'événement, c'est le 19 et 20 mai, jeudi et vendredi. C'est complet, mais il reste des places sur les éditions girondaises et à Grenoble. Oui, en tout cas à Grenoble. Je crois que Bordeaux, là, ça y est, c'est Bordeaux, c'est complet. fini. Bon, Ouais. et bien voilà, bon succès. On aura grand plaisir à vous recevoir à nouveau dans cette émission.